You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 21e épisode de la 3e saison de Coach Fax, programme ultra dense. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, forcément. Vous suivez l'actualité du hockey sur glace. On va commencer par Lausanne. On va moins parler des matchs plutôt, mais de tout ce qui se passe en coulisses avec le départ de Conacher à Berne, de Tchachka à Ambry, de Léoné à Cloton, du fait que Barberio est blessé et du calendrier démentiel des Lausannois à venir. On passe ensuite à Bienne. On revient un petit peu plus en détail sur la bonne période biennoise et en particulier sur le 2-1 contre Lausanne mardi soir, nos pronostics, puis Fribourg avec le Ebischergate, du nom de David Ebischer, qui aimerait pouvoir jouer un peu plus, mais qui est visiblement pas dans les plans actuels de Christian Dubé. On a aussi des 3 juniors, coup du sort, qui marquent durant la victoire, 9-3. Et puis on finit avec Genève, où alors là, c'est aussi en coulisses avec des missions des 3 membres, dont le président Laurent Strosson, et puis la rumeur Max Orlet à Sierre. On vous dit tout. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme? Très très bien, et toi? Ouais, écoute, ça va pas mal, on est toujours présent au micro, les chiffres du coronavirus baissent, les matchs s'enchaînent quasi tous les soirs, on n'a pas un jour de libre en ce moment. Mercredi, en fait, c'est CF, c'est à la fois Cold Fax et à la fois Conseil fédéral. Exactement, Finalement. Et en plus la National League le soir, ça fait beaucoup, il y a 3 matchs. Exactement. Si vous écoutez cet épisode avant les matchs du mercredi soir, c'est que vous êtes bien fidèles. Si c'est un peu plus tard, on dira des choses sur Lausanne. Il y aurait eu entre-temps un Lausanne-Lugano qui a lieu ce mercredi soir. Nous on enregistre mercredi matin. Mais c'est pas grave, on va quand même être suffisamment sur d'autres sujets hors glace, on va dire, pour que ce soit intéressant. J'ai pas trop de soucis. Tu es prêt pour ce marathon? Parce que quelqu'un nous a dit vous êtes prêt à faire 2 fois 60 minutes, étant donné l'actualité. Ouais, exactement. Il se passe des choses un petit peu partout. Il y a juste Bienne où il se passe pas grand-chose. Ouais, ils gagnent des matchs. Ils gagnent des matchs, ils font pas de transfert, il n'y a pas de comment dire, de polémique hors glace, il n'y a pas de conseil d'administration. Ça s'est passé avant. Ouais, ça s'est déjà passé avant avec Valentin Nussbaumer. Il n'y a pas de conseil d'administration qui démissionne. Enfin bref, c'est trop calme à Bienne. Bon, Bienne, on n'en parle pas cette semaine. Revenez la semaine prochaine que vous serez intéressant. Alors, on va quand même en parler. Non, d'accord. On en parlera. On va commencer par Lausanne. On parlera de Bienne ensuite. Vu que le dernier match opposait les deux équipes, il y a une certaine logique. On commence par Lausanne parce que c'est un peu tabula rasa du côté de Petr Svoboda qui veut à peu près plus rien de ce qui a été fait avant lui. On a l'impression, on a eu plusieurs transferts en fait, c'est que on a appris que Robin Léoné partait à Cloton. Bon, ok, très bien, ça se comprend. Puis tout d'un coup, Conacher à Berne, et puis Tchachka à Ambry. On se rappelle qu'il y avait eu Eudemark aussi qui était allé à Cloton. Et ça fait finalement la profondeur de banc qui était louée un temps à Lausanne. On se retrouve maintenant du côté de Malais avec beaucoup moins de monde, quoi. Exactement. Alors, je pense qu'à très 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 court terme, il y a un problème du côté de Lausanne en termes de profondeur parce qu'il y a encore l'aspect coronavirus qui n'est pas tout à fait réglé et certains joueurs sont en protocole de retour du coronavirus. C'est brutal, hein? Oui, exactement. Dont Denis Malgin, c'est Ouais. quand même un peu un problème. Si on rajoute à ça la blessure à l'épaule de Marc Barberio, si on ajoute à cela Almond qui était absent à Bienne, le départ de Léoné, le départ de Conacher, ces joueurs auraient fait du bien et auraient évité que les lignes numéro 3 et 4 soient Douef, Roidevaux, Krakauskas, Voljanicek, Memeto, Meno. En faisant injure à aucun de ces joueurs, c'est pas les lignes 3 et 4 d'un prétendant au titre, ce qu'est le Lausanne HC cette saison. Ouais. C'est une évidence. Mais voilà, le problème de tout ça, c'est que la date limite des transferts à l'intérieur de la Suisse était fixée au 15 février. Donc, en gros, soit tu te dis, bon, on bouge pas, on garde Conacher, on garde Léoné, on garde tout ça, parce que à très court terme, on doit jouer 4 matchs en 5 jours, et donc on préfère avoir ces gars dans notre vestiaire. Ou alors tu te dis, bon, Conacher, on a encore après 3 semaines pour le remplacer jusqu'à la fin février et la date limite des transferts internationaux. Et de ce que je sais, il va être remplacé par un étranger
Des noms commencent à sortir. Bref, ça va être très sympa ces 2 prochaines semaines. Ah non, dis pas bref. Des noms commencent à sortir. Donne-les alors. Non, mais enfin, il y a des joueurs qui commencent à être proposés au club suisse. La KHL commence à dégraisser. Chaque année. Hein, il faut Voilà, j'allais dire, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu? Parce qu'on se rappelle, tu parlais des artistes en Suède et puis en Finlande, ces contrats, alors peut-être que tu arrives à 5 mois et quelques, hein, on se souvient qu'on avait parlé Oui. de ça avec Mirko Müller. Peut-être que ça vient dans l'autre sens. Maintenant, ils arrivent quasiment à leurs 6 mois et ils sont tout contents en fait de partir. Comme ça, ils peuvent aller toucher de l'argent ailleurs et qu'ils auront fait leurs 5 mois et quelques, on va dire, en Suède et en Finlande. C'est une option, mais moi je vois plus l'option de la KHL ou plus. Il y a surtout la KHL qui commence à dégraisser les clubs qui vont pas aller en playoff, surtout en année de coronavirus. Tu dis bon bah tire-toi quoi. Va faire un peu d'argent en Suisse, on te paye plus. Donc ça va être très intéressant et donc le problème entre guillemets Conacher va être réglé Par Sven Berchi. sans aucun souci par Sven Berchi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, ben non, parce que j'imagine Non mais attends. un gars en AHL, tu vois, et puis tu le prends juste pour 3 mois. Mais tu lances des trucs en l'air. Ouais. Ok, non, mais non. Remplacé par un étranger, on arrête cet épisode. C'est bon, j'ai un abruti avec moi qui lance des noms en l'air. Non, aucune idée. Enfin, je pensais même pas parler de Sven Berchi. Mais donc le problème Conacher va être réglé assez facilement et le problème Léonais n'en est pas un dans le sens où à moyen terme, il n'y aura pas de souci de profondeur à Lausanne. Mais c'est vrai que là, il a fallu prendre une direction et se dire bon, pour notre futur et notre long terme, on fait ces moves. Et quitte à, ma foi, à avoir un petit peu de peine à très 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 court terme contre Bienne, contre Lugano ce mercredi soir, contre Berne vendredi et samedi contre Genève. Ouais. C'est l'avantage, on va dire, de ce calendrier. Hein, si tant est qu'il y a un avantage, c'est que le déplacement à Bienne mardi, le match à domicile à Lugano, le déplacement à Berne et le match à domicile contre Genève, t'évites des grands déplacements. Voilà, c'est un peu le seul avantage parce que finalement, les 3 équipes que tu rencontres, Genève et Lugano surtout, mais finalement, Berne, ça va être intéressant avec Conacher dans l'autre camp. Est-ce que on sait qu'en général, les joueurs qui viennent d'être transférés ont ce petit surplus d'intensité? Est-ce que en fait de jouer contre son ancien club, de montrer que vous n'avez pas voulu me garder? Si on pouvait faire un petit pari sur est-ce que Conacher va marquer un but contre Lausanne, je pense que ce serait intéressant de mettre une petite pièce dessus. Moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête effectivement un tout petit moment sur ce transfert de Cory Conacher. Au moment où il a signé à Lausanne pour 3 ans, on rappelle, et lorsque la durée est sortie, on avait quand même, en tout cas, toi, je ne veux pas t'inclure là au milieu, j'ai quand même remis un petit doute cette longueur de contrat en me disant, si ça ne se passe pas bien, 3 ans, c'est très, très, très long. Et Barberio, c'était aussi 3 ans. C'est un risque que tu dois prendre. Et on se rappelle que Alex Châtelain avait dit dans une interview à la Berner Zeitung, on a fait une offre à Cory Conacher, mais on n'a pas fait une offre de 3 ans. On ne voulait pas faire cette offre-là. Jan Alston, à l'époque, avait pris le risque. Le problème, c'est qu'il y a un changement de directeur sportif, donc changement d'orientation. Et là, je ne suis pas en train de parler de qualité de joueur ou de est-ce que Conacher était bon ou pas pour Lausanne. C'est juste que Peter Svoboda, il a une autre idée de ce que doit être un joueur étranger, peut-être. Est-ce qu'il veut un joueur plus grand? Est-ce qu'il veut un joueur de droitier ou gaucher ou ailier de ce côté-ci ou plutôt un centre Bref, il voit autre chose. Et je sais qu'il n'était pas du tout convaincu par Conacher, même si globalement sur la glace, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Il fait 21 matchs, il a 9 buts quand même. Derrière Berchi, c'est un des meilleurs buteurs du Lausanne HC. Il a 14 points en 21 matchs. C'est effectivement pas le point par match qu'il avait à Berne en 15-16, mais ça tenait la route, franchement. Et moi, je comprends pourquoi Berne vient le chercher. Parce qu'ils se disent, OK, il connaît le championnat de Suisse. Déjà, c'est un avantage. Il connaît la maison à Berne. Donc, j'ose imaginer que les gars qui étaient présents en 15-16, et il y en a bien quelques-uns qui sont encore présents aujourd'hui, ont été sollicités. Est-ce que vous voulez Cory Conacher dans le vestiaire ou pas? J'imagine qu'ils ont gagné le titre avec lui quand il était là. Donc, ils ont 2-3 bons souvenirs avec. Ouais. Et en termes de, si tu regardes un petit peu les stats les stats dites avancées, parce que c'est la formule consacrée quand on parle des stats avancées, c'est des stats dites avancées. Mais en fait, il est juste derrière Malguin en termes de expected goals par 20 minutes. Ce qui est quand même un peu la métrique qu'on peut prendre pour comparer des joueurs sur une base, on va dire, égale, ou plus ou moins égale. Il est juste derrière et ce qui prouve qu'il se crée des occasions. Il ne shoot pas beaucoup moins qu'un Denis Malguin. Pourtant, Malguin avait beaucoup plus était beaucoup plus en lumière que Cory Conacher lorsqu'il était sur la glace. Donc,
il y a beaucoup de choses qui rendent ce move logique pour Berne, mais il y a beaucoup de choses qui rendent ce move logique pour Lausanne également. Et là, pour moi, on est dans une situation, il me semble qu'on dit à chaque fois ça quand il y a un trade, mais au bout d'un moment, ça m'a l'air complètement logique, parce qu'il n'y a pas d'un côté un abruti qui dit oh, moi je vais faire une connerie, tout le monde s'en rend compte sauf moi, puis de l'autre côté quelqu'un qui dit je suis tellement génial que je vais l'enfler. Non, chacun a un intérêt dans la transaction, et là c'est une évidence que Svoboda, il a quelqu'un derrière la tête, je suis sûr, et il va signer un autre attaquant étranger d'ici le 31 février. Ouais, alors déjà on va en rester à 28 février, et je suis persuadé, et donc il a pu se séparer d'un contrat à long terme. C'est sorti dans la presse alémanique que Konaker a accepté une baisse de salaire. Moi, je ne crois pas à cette narration-là. Je ne crois pas du tout à ça. Au bout d'un moment, on essaie de nous faire passer des messages. Oui, c'est une baisse de salaire. Il a accepté une baisse de salaire. Après, à Genève, on nous dit oui, c'était tellement prévu qu'on a convoqué en urgence tout le monde avant un départ pour le match à Zurich. Mais non, le conseil d'administration est parti, mais c'était vraiment pas l'urgence. Enfin, oui, quand même, mais pas vrai. Non, mais enfin, au bout d'un moment, il ne faut pas nous prendre pour des abrutis non plus. Ça fait 3 fois que je dis abrutis aujourd'hui, c'est fini. Non, là, Konaker, je ne pense pas qu'il va perdre beaucoup d'argent. Par contre, est-ce qu'il y a un accord entre Berne et Lausanne en disant tu nous enlèves une épine du pied parce qu'on l'a pour 3 ans celui-ci, donc on fait un tout petit geste, mais ça j'en sais strictement rien. Mais en général c'est comme ça que ça se passe, tout le monde trouve un terrain d'entente. Bon, nous on est d'accord de mettre jusqu'à temps, vous il vous resterait temps à mettre, ça peut tout à fait fonctionner. Moi je pense que le joueur là c'est le dernier à qui on dit tu fais un effort financier, mais j'ai pas le nez dans les comptes. Spoutnik, hello la team, une petite chose m'intrigue concernant Konaker, pourquoi le faire maintenant? Y a-t-il un joueur dans le viseur de Svoboda et Konaker en fait les frais de cette nouvelle arrivée? Lausanne veut le titre, est-ce que dire que Konaker n'est pas un étranger dominant pour aller au titre? Dernière chose, un vestiaire peut-il être déséquilibré après de telles annonces? Merci pour vos réponses. Tu as déjà répondu en partie avec le joueur dans le viseur. Ouais. C'est intéressant par contre, la question est-ce que Konaker n'est pas un étranger dominant pour aller au titre? Quand tu rappelais que Berne avait gagné avec lui. Maintenant, est-ce qu'on peut se dire que le Konaker de 2016, c'était il y a 5 ans, un joueur à 25 ans, donc en pleine force de l'âge, là maintenant il a de l'expérience, ce qui n'est pas un vieux, on a vu qu'il était quand même encore capable de patiner sans aucun souci. Est-ce qu'un Hudon qui a le même profil est finalement plus utile à Lausanne maintenant? Est-ce qu'on pense, et visiblement c'est ça, c'est que Svoboda se dit à talent égal, ou en tout cas à position égale, pour moi, Hudon va m'apporter plus dans cette équipe que Konaker. Oh, alors, en tout cas, il y a une redondance. Je pense effectivement que tu as raison, et c'est un point qui est central. Est-ce que le profil de Hudon duplique trop celui de Cory Konaker? C'est un joueur qui a choisi Peter Svoboda aussi, Charles Hudon. On en revient toujours à ça. Et moi, ça, je le comprends complètement, cet aspect-là. D'ailleurs, tu peux me dire quels sont encore les joueurs que Svoboda n'a pas choisi? Est-ce que... Alors, on peut se dire qu'évidemment, Frick, peut-être Eldner... Non, Frick, il l'a re-signé l'été passé. Mais il l'a re-signé. Mais après, donc, il l'a choisi. Ouais, ok. Non. Dans les joueurs qui n'ont pas été choisis par Svoboda, il y a Joel Giannazzi, par exemple. Il y a Christophe Berchi. C'est des joueurs qui étaient présents avant et qui n'ont pas été signés. Il y a Ronald Kennins, mais je sais qu'il est très proche de Kennins. Donc, on peut assez rapidement l'imaginer prolonger. Grossman, il ne l'a pas choisi. Grossman, Joris. Ouais. Joris aussi. Il y en a encore bien quelques-uns, mais c'est vrai que quand tu fais le tour, il y a Cody Almond aussi qui est... Je ne sais même pas si Alston l'avait choisi au passage, mais bon, c'est un petit pic au passage. Mais tu vois, Tim Bozon, c'est un joueur qui a été voulu. Florent Douai aussi. Elner a été prolongé. Frick a été prolongé. Marty aussi. Là, les cadres, ils commencent. Une fois, j'avais utilisé dans ce podcast l'image du gars qui arrive dans son nouvel appartement puis qui veut changer un peu les tapisseries, qui veut mettre des peintures puis qui veut le faire comme à son goût l'appartement qu'il vient d'acheter. C'est exactement ce qu'il est en train de faire, Svoboda. Et je pense que la comparaison, elle est complètement... Elle est exactement là. Il a une idée du hockey, il a une idée de ses joueurs, il le fait. Là où peut-être il le fait de manière un tout petit peu différente, et c'est pour terminer, pour répondre à la question, est-ce que ça peut déstabiliser un vestiaire? Je peux imaginer que ça peut déstabiliser un vestiaire un moment, mais l'été passé. Parce qu'au bout d'un moment, les méthodes de Peter Svoboda, la façon de faire un peu rentre dedans, on sait maintenant. Et je pense pas que le départ de Tchaïka à Ambry va déstabiliser tant que ça. C'est ça.
Léonet qui ne jouait pas vraiment, je pense pas non plus. Konaker, ça peut un tout petit peu. Je sais que dans le vestiaire, ça allait bien avec lui et il n'y avait pas de souci. Peut-être, mais au bout d'un moment, les gars, c'est des professionnels. Et Surtout les Nord-Américains. surtout les Nord-Américains, tu as tout à fait raison. Et non, moi, j'ai pas l'impression que ça peut déstabiliser. Par contre, moi, j'avais toujours un peu tendance à dire quand un GM arrive en place, et je crois que j'ai dû le dire pour Florence Schelling, bah, elle hérite d'une équipe qui n'est pas la sienne. Et donc, avant de pouvoir juger son travail concrètement, il faudra lui laisser 2 ou 3 ans parce que bah, forcément, pour mettre des touches, ça prend du temps. Ça, je pense, c'est une réflexion très suisse et c'est ce qui s'est passé à Berne. Hein. Ça, par touche, par-ci, par-là, on change, on essaie de changer gentiment des choses. Bah, Lausanne, en fait, il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Ah, lui, vu qu'on le juge maintenant. Hein, ça... Bah, en tout cas, ouais, on peut le juger maintenant, je trouve, parce que c'est une autre méthode. Et là, il n'y a aucun. Moi, j'aime assez, finalement, cet aspect-là. Et toi et moi, on aime bien le sport nord-américain, on aime bien quand ça bouge, la trade deadline, trade que ce deadline, soit en exactement. NHL ou en NBA. Donc ça, c'était un peu une trade deadline, le 15. C'était la trade deadline, complètement. J'ai essayé d'appeler John Foust ce jour-là pour me faire confirmer l'info Konaker parce que je l'avais. J'ai pas pu l'atteindre. Alors, est-ce qu'il voit Grégory Beau puis il se dit ouh, lui il doit savoir quelque chose, je réponds pas. Peut-être, mais plus probablement, il avait vraiment pas que ça à faire que de me répondre et il l'a pas fait. Donc, mais non, moi j'aime assez ce qui se passe, j'aime assez suivre ça aussi finalement parce que bah oui, on sort beaucoup d'infos sur Lausanne, mais c'est parce qu'il se passe plein de trucs à Lausanne en termes de move, donc c'est chouette. Pour nous, c'est du pain béni. Alors, je vais pas tous les citer, mais il y avait Alain Emery, Youv AR, qui nous posait des questions. En fait, en gros, on y a répondu entre quels sont les derniers contrats signés par Alston au LHC, qu'est-ce qu'on pense de la gestion de Svoboda avec l'équipe première. Youv AR dit ouais, la rumeur Gennady Löffel aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment une rumeur finalement Est-ce qu'on... Alors moi on m'a dit que, que Gennady à Lugano, ça se ferait pas. Mais j'ai posé la question une fois un peu par hasard comme ça. Je sais pas, le fait que Lausanne s'intéresse à Löffel 1 an avant la fin de son contrat, bah déjà je trouve que c'est normal parce que c'est un joueur qui... Enfin, c'est une denrée rare, un défenseur suisse de qualité. Droitier. Qui plus est. Mais en même temps, moi je me pose quand même la question de la valeur d'un joueur comme ça. Avec la révolution qui est en train d'avoir lieu, est-ce qu'un défenseur droitier de bonne qualité suisse va toujours avoir cette valeur-là où tu dis, bon, ben, sur les 7 licences étrangères, moi j'accepte de payer bien un défenseur étranger, un style Anderson, qui va pas me coûter beaucoup plus cher qu'un Romain Löffel, mais bah, j'en aurais 15, 20, 30 à choix, tandis que là j'en ai un. Donc, mais l'échange avec Gennady, j'ai pas l'impression. Bah, de toute façon, maintenant la deadline est passée, donc ça n'arrivera pas. Mais j'ai pas l'impression que ça a été une question qui a été posée directement aux principaux intéressés. Veux-tu partir là-bas parce qu'on a un deal sur la table? Gennady, juste pour revenir sur ce dossier-là, éventuellement, ou sur ce joueur en particulier, ce qui est assez spécial, c'est qu'on avait Froidevaux et Gennady qui sont les derniers, on va dire, reliquats de la montée du Lausanne Hockey Club Et Antoniatti. Voilà, qui sont les derniers reliquats de la montée du Lausanne Hockey Club en National League. Et on a eu des capitaines, là, parmi ces joueurs-là, ou des assistants et tout, puis c'est des figures, en fait, du club. Je comprends la volonté de Svoboda de vouloir mettre sa touche et tout, mais est-ce qu'à un moment, un Gennady, qui est un type vraiment, je pense, ultra apprécié, très apprécié en plus des supporters, même si c'est pas les supporters qui font l'équipe. À un moment, quand tu amènes des Marty, quand tu amènes des Douai, des Boson, des francophones aussi, pour redonner un peu une identité, si tant est qu'il y en ait une, à redonner à ce club et avoir un côté un peu francophone, lausannois, je sais pas, mais en tout cas des gens plus proches. Gennady, finalement, il est très lausannois. Et de s'en séparer à un moment, ça va arriver. Bien sûr, il est de 1988, il vient de fêter ses 33 ans. Donc, il n'est plus dans le prime de sa carrière, hein, mais on a vu que Diaz, je ne les mets pas forcément sur le même plan hein, entre le palmarès de Diaz et le palmarès de Gennady, mais il est 2 ans plus jeune et il pourrait peut-être encore rendre de menus services. Admettons, s'il a encore envie de continuer sa carrière 3 ans jusqu'à 36, je pourrais imaginer que c'est faisable, peut-être pas jusqu'à 39 comme un Diaz, ce qu'il ambitionne de faire, mais voilà, et de garder finalement un Gennady comme étant l'âme du club. Oui, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais à l'inverse, moi, ce que je vois aussi quand même, c'est que la courbe de progression ou le changement de dimension du LHC induit finalement un changement quasi total de l'équipe que tu avais peut-être il y a 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, le Lausanne HC était une équipe qui
tentait d'arracher les playoffs et poussait des équipes au 7e match. Et on disait que c'était déjà incroyable et ça l'était. Hein. Quand ils font 7 matchs contre Zurich, c'était une série de playoffs qui était dingue. Maintenant, Lausanne, c'est plus ça. C'est une équipe d'un autre statut, donc forcément tu dois viser d'autres joueurs et tu dois changer certains cadres. Maintenant, l'aspect identitaire et figure identitaire, je suis d'accord avec toi. Et un Joel Genadzi à 33 ans, encore une année de contrat, mais est-ce que lui-même a envie de jouer dans une équipe, alors pas une question d'ambition, mais une question de plaisir, on va dire personnel, dans une équipe qui aura comme défenseur offensif l'année prochaine Barberio, Frick, Glauser va débarquer. Eldner toujours, mais bon, c'est pas un défenseur offensif. Non, bien sûr, mais son profil existe déjà. On parle déjà des bruits avec le FUL, on parle de plein de choses. Est-ce qu'il aura toujours envie d'être de moins en moins dominant ? Ça, c'était peut-être... Cette saison, pour moi, il est toujours à niveau, clairement. Et si lui souhaite s'en aller, ou si le club souhaite s'en séparer, il faut toujours être deux pour qu'il y ait une séparation. Je pense que les autres formations seraient bien inspiré de regarder ce qu'il est capable d'apporter à une équipe. Je veux juste revenir 2 secondes sur Conacher quand même, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Il y avait un deal sur la table avec Davos pour Kiri Conacher. Donc c'est la preuve que c'est pas forcément tout le temps. C'est pas le joueur qui est allé toquer à la porte en disant je vais aller à Berne, je vais aller à Berne, je vais aller à Berne. Il y a 2 semaines ou 1 semaine et demie, il y avait un deal centré autour de Benjamin Baumgartner. Ok. Et dans l'autocar ou dans l'avion pour Davos ou dans le train pour Davos, il y avait Conacher et Léonet. Donc, et finalement, ça ne s'est pas fait. Là aussi, si on avait dû parler de deal win-win, on aurait dit c'est complètement win-win parce que Davos avait besoin d'un étranger. Lausanne avait trop d'étrangers et aurait remplacé un étranger par un joueur suisse directement. Donc, en fait, et qu'en plus qu'il avait signé pour la suite. Exactement. Et donc... C'est la preuve que Conacher était clairement sur le départ et c'est pas une surprise que ça se soit fait ce lundi. On a une question qui est plus générique, mais qui finalement va bien avec tout ce qu'on est en train de discuter là. Cyril Ayot, la pratique des échanges de joueurs serait-elle en train de faire son nid en Suisse ? Elle semble du moins être plus acceptée aujourd'hui qu'hier. Auriez-vous des échos positifs ou négatifs de joueurs, d'agents ou directeurs sportifs à ce sujet ? Salutations à vous. Les échanges, en fait, on a l'impression que vu qu'il y a une révolution qui va s'opérer, on a tendance à penser de plus en plus en nord-américain avec éventuellement un cap salarial ou en tout cas un plafond qu'on pourra dépasser. Enfin, on commence à avoir des structures ou des façons de penser qui se rapprochent même pas forcément de l'Amérique du Nord, mais c'est juste que l'Amérique du Nord doit penser comme ça pour construire ses effectifs. Et que donc, c'est un peu la pratique qui se fait d'une certaine manière, qui est induite par ces changements. Ouais, et puis le pouvoir était dans les mains des joueurs très récemment, et en même temps, c'est eux qui créent la valeur et c'est eux qui jouent, et ça me semble complètement normal. Mais les dirigeants de clubs sont gentiment en train de se réapproprier une partie du pouvoir, en tout cas, par justement une pression sur les salaires à l'avenir avec la réforme qui est en cours, etc. Donc forcément, les joueurs perdent un tout petit peu cette puissance qu'ils avaient récemment au profit de directeurs sportifs qui peuvent maintenant dire désolé, écoute, c'est plus toi qui décides tout seul. Dorénavant, moi, j'ai aussi mon mot à dire. Et oui, on a un contrat, mais j'ai plus peur de te mettre dans les tribunes jusqu'à la fin de ton contrat. Si vraiment tu veux pas aller ailleurs, à toi de voir. Donc, je pense que ça se généralise, effectivement. Mais aussi, là, Svoboda, il a fait environ 95% des transferts qui ont eu lieu en Suisse. Et il était inclus à un moment ou à un autre dedans. Ça a aidé aussi finalement parce qu'il faut toujours être 2 pour danser. Ouais. Pour danser. Et si c'est, je caricature, mais si c'est 2 Suisses allemands à table qui fait on a toujours fait comme ça et puis on fait pas les échanges. Hein. Puis là, si une fois t'en as un qui s'assied à table puis qui dit non mais attends, moi je t'envoie lui et lui contre lui. Ah tiens, ce serait pas mal pour moi. Et ça change les mentalités. Donc forcément, c'est pas que l'arrivée de Svoboda. Hein. Des transferts, il y en a eu avant. Des discussions, il y en a eu avant. Max Orley était clairement là au milieu. Mais c'est aussi lui qui a amené ça en Suisse. Ses premiers transferts, on en revient toujours à Leffel contre Kamerzin et John Fritsch. Même si c'était pas le premier. Hein. Même si c'était pas le premier. Mais Damien Brunner à l'époque. Mais... Exactement. Mais c'est celui qui a, en tout cas en Suisse romande, fait le plus parler. C'était un tremblement de terre. Oui, mais parce qu'il y avait un côté air d'autoroute à 22h alors que c'était à minuit qu'il fallait faire. Enfin, il y avait tout un côté romanesque là autour. Il y avait du storytelling, il y avait une histoire à raconter. C'était fou. Ah, complètement. Donc, moi je pense que les joueurs
joueurs doivent pas forcément être très contents parce qu'effectivement, quand tu signes un contrat de 3 ans quelque part, tu dis bon, ben, je déménage, j'ai mon appartement. Il y a une chronique qui était très intéressante dans La Liberté la semaine dernière de Benoît Yecker qui racontait ses déboires avec les appartements. En gros, là où nous, quand on a un contrat à durée indéterminée, bah, tu as ton appartement. Lui, il dit bah, en fait, il est revenu à Fribourg, mais il n'avait pas encore remis son bail à Lugano parce que c'est lui qui l'avait choisi ou qui l'avait cherché. Et en gros, il doit se démerder là où l'étranger, quand il débarque au 1er août, bah, le 1er août, il y a les clés sur la porte et puis il rentre. Tout à fait. Les Suisses, ils doivent se débrouiller avec le bail de leur appartement, le remettre. Ah, est-ce que je vais re-signer ? Bon, moi, je prolonge mon bail d'appartement. Merde, je vais pas re-signer. C'est compliqué. Donc, moi, je comprends qu'il y a un problème là derrière, d'un point de vue purement logistique pour les joueurs. Tu sais, moi, je suis pour que les joueurs, finalement, on ne devrait pas laisser les étrangers leur donner leur appartement. On devrait les obliger à aller faire eux-mêmes. Comme ça, ils doivent donner 3 fiches de salaire. Puis si on connaît le gars qui est dans les régies, comme ça, il peut nous dire quels sont les salaires des joueurs. Écoute, oui, ce serait une très bonne chose d'avoir des gens dans les régies. Mais non, mais ces gens, ils ont le secret professionnel, tu sais, on ne saurait rien. Alors, on passe à Bienne. On va revenir finalement sur ce Bienne-Lausanne. Victoire complètement méritée de Bienne 2-1 mardi soir chez eux, qui faisait suite aussi à une victoire là aussi méritée contre Fribourg 4-2. Bienne qui va bien. Bienne qui a su récupérer ses joueurs, qui a un gardien qui fonctionne bien, qui encaisse assez peu de buts finalement en ce moment. La défense tient la route. L'attaque, on l'a souvent relevé à ce micro. Quand on voit la liste des joueurs, c'est clairement pas ridicule et ça fait partie, selon moi, sans trop de problèmes d'un top 6 en Suisse. Et là, finalement, contre Lausanne, les attaquants biennois, le contingent faisait plus peur que le contingent lausannois. Tu l'as juste mentionné en disant quand on a une 4e ligne, et c'était pas pour faire injure à Mehmeto, à Paulin Meno et à Vojlenicek. Effectivement, du côté de Bienne, il y avait un petit peu plus de coffre, un peu plus d'expérience aussi, de joueurs. Ouais, ta 4e ligne, c'est Anton Gustafsson, Tino Kessler et Gillian Kohler. Et devant, tu as Brunner Kunti Künzle, Offer Komarek Fuchs, Ishe Pouliot Rayala. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant quand tu compares les deux équipes. Et du coup, c'est pas étonnant que le différentiel de shoot à la fin du match soit 34-16. Ouais. 16 tirs cadrés pour Lausanne. Il y a eu durant le deuxième tiers une période de 10 minutes durant laquelle Lausanne n'a pas un tir cadré. Parce qu'il y a eu une période de 10 minutes où ils étaient en une infériorité numérique. Hein. Bien sûr, mais durant tout le deuxième tiers, ils se sont fait bien dominer. Premier tiers, 2 shoots. Deuxième tiers, 4 shoots. Troisième tiers, il y en a 10. Quand ils doivent revenir au score. Et puis là aussi, quelle est la qualité des shoots hein. J'ai pas eu l'impression, en voyant le match, que Lausanne, c'est parce qu'il y a eu 10 shoots que il y a eu un moment où Hudon aurait pu voler toute fin de match. Ouais, mais en gros, pour moi, c'est la seule action lausannoise un peu dangereuse de ce troisième tiers. Donc, une autre petite stat marrante, allez. Tir total, donc 34-16. Tir à côté du but, 25-5. Donc si tu regardes le corsi de ce match, ça fait 59-21. Et là, ça fait mal, je trouve. Après, tu rajoutes encore les tirs bloqués. Lausanne a 29 tirs bloqués et Bienne en a 6. Mm-hmm. Donc, en gros, 2-1, c'était le minimum syndical. Et Lausanne a eu de la chance. A fait un bon match défensivement. Mais offensivement, c'était terrible. Ouais, tu vois, ils ont 29 tirs bloqués. Ils ont forcé des tirs à côté avec 25 tirs à côté. Ouais. Mais quand même, c'était compliqué. Finalement, je trouve assez étonnant ou plutôt rassurant de voir que l'équipe de Lausanne, qui a gagné contre Rapperswil 4-1 de belle manière, qui allait gagner en prolongation à Ambry, là aussi, c'était assez convaincant, je trouve. C'est aussi quand même, on l'a dit 2-3 fois à quel point c'était pas évident d'aller gagner à Ambry. Oui, mais le convaincant, je trouve que vu le contingent maintenant, c'est un peu difficile. Justement, c'est vu le contingent que je trouve que c'était convaincant. Ouais. Et de voir que là, tu te prends quand même une équipe d'un autre niveau avec Bienne, et oui, le score est très serré, et oui, Charles Hudon doit ou peut égaliser en toute fin de match, mais au bout du compte, sur le contenu du match, d'un côté, tu as une équipe qui est au complet et en plus dans une très bonne passe.
Et en face, tu une équipe qui tire sur les mêmes individualités, qui joue à 3 lignes, 2 lignes et demie. Et forcément, ça s'est remarqué. Maintenant, vite, des retours, Malguin, Gibbons, ça pourra vraiment faire du bien. Ça devra même faire du bien. C'est clair. Moi, ce que je voulais dire aussi à Bienne, finalement, il y a une ligne qui est... Tu remarques que quand cette ligne-là est ensemble, et Bienne, en général, va bien, on pourrait penser que, comme ça, c'est Rayala Pouillot en disant « Ah ouais, mais alors, de temps en temps, quand ils vont moins bien, Bienne va moins bien. » Mais j'ai l'impression que le baromètre de cette équipe, c'est Brunner, Kunti, Künzle, et vraiment cette ligne, je l'aime beaucoup comme elle est construite. Entre Künzle, qui est un joueur avec un gabarit assez imposant, Brunner, qui est le buteur, mais qui peut se transformer aussi en artiste, et puis alors Kunti, qui est clairement l'artiste du lot. Et Kunti qui va bien en ce moment, Brunner qui va bien en ce moment, puis Künzle qui finalement est assez fidèle à lui-même. C'est que tu vas avoir ton quota de but, on a l'impression depuis qu'il est à Bienne, c'est le quota de but de Künzle parce qu'il est avec ces deux joueurs-là. Et que finalement, cette ligne-là, elle marche très bien. Et que tu mettes Tormenon ou que tu mettes Larsenberger a essayé de mettre sa patte. Et finalement, il a les mêmes idées que Tormenon. D'ailleurs, en parlant de Tormenon, petite parenthèse, on salue le fait qu'il soit, en tout cas, en rémission de cancer et que visiblement tout aille bien. Tant mieux, on lui souhaite vraiment que ça reste comme ça, tout de bon à lui. Mais que finalement, 2 entraîneurs aient la même triplette. C'est... Donc comme quoi, elle semble presque logique dans le cerveau des coachs de se dire « Ah non, mais celle-là, il n'y a rien à dire. J'ai beau avoir un style X ou un style Y, ces 3-là, ils vont bien ensemble. » Ouais, c'est juste. Tu as assez bien résumé ça. À Kunti, c'est vrai que 32 matchs, 28 points. Et Brunner, vu qu'il a été longtemps absent, je pense qu'on ne se rend pas compte ce qu'il apporte à cette équipe de Bienne, mais il a 1,06 points par match. À son âge en plus. Hein. Exactement. Et donc oui, tu as une profondeur offensive qui est assez impressionnante, je trouve, avec cette équipe biennoise. Mais il y a moins cet aspect, enfin, le jeu de Tormenon m'enthousiasmait plus quand je voyais Bienne. Je trouvais que il y avait plus de flow offensif que ce qu'il y a actuellement avec un Lars Leonberger. Et je me faisais la réflexion en regardant le match contre Lausanne, justement, que j'aurais bien aimé voir la configuration de ce match avec un Tormenon à la bande ou avec, pas forcément ce jour précisément, hein, mais dans une saison où c'est Tormenon le coach de Bienne. Je sais pas comment on aurait tourné ce match, mais j'aurais vraiment aimé vivre ça parce que justement, le Bienne de Tormenon était plus emballant, je trouve. Mais très bon défensivement. Oui. Et puis surtout, c'est que lorsqu'il se déploie en attaque, il avait l'intelligence de dire à ses joueurs créatifs « Je vous fais confiance ». Et pas être dogmatique en disant « Une fois que tu franchis la ligne rouge, par le côté, c'est une passe derrière ou c'est un puck droppé dans le fond. Et puis on y va. » Ou bien un jeu plus horizontal que vertical. Peu importe. Il y a vraiment, on a l'impression que tu peux pas schématiser. C'est finalement selon ce que vous sentez, allez-y. Et que quand des joueurs sont débridés dans cette phase offensive où c'est une phase de création et non pas une phase de, je vais dire démolition, mais on s'entend bien que quand tu es en phase défensive, le but c'est de casser le jeu de l'adversaire. Donc c'est moins facile de créer dans cette situation-là parce que la situation ne s'y prête pas finalement. Et nous, on aime bien quand justement on peut avoir des petits jeux, des petits trucs qui viennent un peu comme ça, selon le... Tu parlais de flow, c'est un peu selon l'instant. Tout d'un coup, cette situation-là m'inspire. Et c'est ça qu'on aimait bien avec Bienne, qu'on retrouve peut-être un peu moins, mais le fait est qu'il gagne. Donc, peu importe, on peut faire nos belles théories puis dire qu'on préfère. L'important, c'est que ça fait +3 dans la colonne des points et puis que Bienne continue sa bonne performance actuelle. On peut même dire +6 avec les 3 points ramenés de Fribourg. De belle manière. Le miracle de dimanche, parce qu'en général, les Fribourg-Bienne cette saison, ça se passait pas très bien pour les Biennois. On en parlera de l'aspect fribourgeois un petit peu plus tard. Mais pour Bienne, tu parlais justement de l'importance de la ligne Künzle-Brunner. Künzle est sur le premier but. Brunner est sur le 3e, certes en powerplay, donc c'est un peu différent. Voilà. Cet après-midi-là, moi, j'avais l'impression, en fait, même à 1-0, je me disais, mais je vois bien le gagner, celui-ci. On en parlait avec Laurent Kleisel. Au passage, si vous voulez plus de Bienne, n'hésitez pas à écouter la Stammtisch qui vient chaque semaine, je crois, ou une semaine. Deux semaines. Toutes les 2 semaines, pardon.
Je pense que ça leur fera plaisir. Laurent Clazel n'y croyait pas. Lui, non, c'est l'habituel raclé contre Fribourg, quoi. Il était un peu résigné. Il dit, ouais, mais cet après-midi, il peut se passer. Ça peut le faire. Et Fribourg était pas bon, accessoirement. Et Bienne a fait un très, très bon match. Donc là, comme tu parlais avant de bonne passe, là, ça fait 3 victoires consécutives pour Bienne. Et alors, ils ont 36 matchs, toujours faire attention derrière. Et Fribourg et Lausanne en plus, hein, donc, sur les 2 derniers en tout cas. Donc tu commences à avoir des vrais adversaires sans faire injure de nouveau. Non, mais c'est toujours la même chose de se dire, évidemment que quand tu vois que Rapperswil peut prendre 9-3, enfin, Rapperswil peut avoir des passages plus compliqués, Ambry peut avoir des passages plus compliqués, Langnau peut avoir des passages plus compliqués, on a le droit de le dire quand même, mine de rien, Oui, non, le droit. que c'est plus compliqué d'aller jouer contre Zug, Zurich, Fribourg, Genève, Lausanne, bien sûr. D'ailleurs, les 2 prochains adversaires de Bienne, c'est qui ? C'est Fribourg à la maison pour le 7e match de la série. Et c'est Lausanne à la maison. Et après, c'est Zurich. Donc tu dis que là, ils vont être à l'épreuve du feu ces prochains temps Bienne. Mais les dispositions sont vraiment bonnes, je trouve. Ce qui est hallucinant d'ailleurs, c'est de dire, pour voir la dureté du calendrier, c'est-à-dire que le 2e prochain match de Bienne, c'est Lausanne. Lausanne, entre-temps, en aura déjà joué 3, parce qu'il n'y a pas de Bienne en ce moment-là. Donc, le prochain match, ce sera mardi. Mardi 23, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'ils jouent Fribourg d'abord. Ils jouent 2 matchs jusqu'à mardi. C'est un peu plus un calendrier normal. Pendant ce temps-là, les autres, ils ont joué 2 contre 4. Enfin, bref. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à nos pronostics. Pour revenir sur la semaine passée, carton plein pour, je crois, la 2e semaine de suite. Donc, Greg avait proposé Genève -1, victoire 4-1. À 3,40. Voilà, à Davos, exactement. Ouais, non, la cote, elle était là, elle était belle. Et puis, j'avais proposé Lausanne -1 en étant clairement pas serein de retour de quarantaine contre Rapperswil, 4-1. Là aussi, c'est passé. La cote, elle était, je crois, juste en dessous de 2, hein, quelque chose comme ça. Un petit peu moins intéressant, mais voilà. Les 2 sont passés, c'est ça l'essentiel. Cette semaine, ce vendredi, parce qu'on fait toujours les matchs du vendredi, on en a 4. On a Zurich-Langnau, on a Berne-Lausanne, on a Gotteron-Ambry et Genève-Rapperswil. Au niveau des cotes intéressantes, c'est pas forcément que les matchs sont pas intéressants, mais au niveau des cotes intéressantes, elles ne sont pas encore sorties. Hein. C'est juste, Greg, je dis pas de bêtises. Non, elles ne sont pas encore là. Voilà. Forcément qu'un Genève-Rapperswil, quand on a vu Rapperswil se prendre 9-3 contre Fribourg à domicile, de jouer contre Genève qui a l'air d'être sérieux en ce moment quand même, mine de rien. Ouais, on a plutôt envie de partir sur Genève maintenant à -1. Est-ce que la cote sera très intéressante ? On peut en douter aussi. Moi, honnêtement, ce Berne-Lausanne me titille dans le sens... J'ai senti avant, quand tu parlais de Conacher à Berne, ça titillait, je sentais ça. Mais oui, mais parce que Berne est quand même pas ridicule, mais en même temps, on a l'impression que c'est un peu le côté... Tu veux taper sur le clou, tu veux être sûr que cette fois-ci, ça va être bon. Puis finalement, non. Parce que tu te fais avoir, alors que c'est la définition de la folie que tu aimes utiliser, quoi. On espère chaque fois un résultat différent. Et... faire la même chose et espérer un résultat différent. Voilà, donc est-ce que Berne, c'est un peu la définition de la folie de vouloir parier contre eux, enfin, en pensant à une victoire? Ouais, ça dépend, je pense aussi des éventuels retours ou non de coronavirus, parce qu'on en a parlé suffisamment longuement dans la partie lausannoise tout à l'heure. En l'état, si c'est l'alignement de mardi soir contre Bienne qui se rend à Berne, moi je mets de l'argent sur Berne. Parce que tu as d'un côté une équipe qui doit un peu se mettre un pied au cul pour aller de l'avant et pour accrocher les playoffs, qui n'a pas le droit à des day off. Puis en face, tu as Lausanne qui a de la marge et puis qui a aucune pression actuellement et qui serait diminué. Mais on n'en est pas sûr. Donc actuellement, c'est compliqué. Moi, justement, je te rejoins. J'aimais bien le pari Servette-Rapperswil et voir Servette avec un handicap contre Rapperswil. C'était ce que j'imaginais. On ne s'est pas concerté avant de commencer à parler de ça. Donc, en l'état, je serais sur Servette -1 contre Rapperswil. À voir. On va essayer de choisir de manière... concerter un match différent vendredi ou pas, hein, si finalement les deux on trouve que l'option Servette est la meilleure, il ne faudra pas hésiter. Entre Berne et Lausanne, actuellement, on va dire à effectif complet, je pars aussi sur Lausanne. Comme toi, hein, si j'ai bien compris. Ouais, mais là,
c'est tentant. Alors, la fatigue aussi, il faut réfléchir à ça. C'est Bern ça. joue ce soir, mercredi, donc contre les Tigers. J'imagine d'ailleurs volontiers s'il y a les débuts de Conacher, peut-être un peu ce côté push qui va amener un petit quelque chose à cette équipe. En plus, voilà, c'est un derby, mais les Tigers, je pourrais partir sur Bern ce soir, mais du coup, voilà, Bern et Lausanne jouent. Et Bern et Lausanne rejoueront vendredi, ce qui fait que la fatigue, les deux sont sortis de quarantaine il n'y a pas si longtemps, donc ils sont un peu dans des situations identiques. Difficile de Ouais, voir. ça va serait très intéressant. Comme d'habitude, on fera notre choix définitif vendredi matin sur les réseaux sociaux. Mais on est d'accord que Zurich, par exemple, Tigers, là, on touche pas. On s'est fait avoir 1-2 fois. Là, on a bien La compris. définition de la folie, c'est parier sur Zurich qui bat Langnau et espérer un résultat différent. On connaît. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors après ce passage lausanno-biennois, on va dire, cette transition de Lausanne à Bienne, on passe à Fribourg. Fribourg, il n'y a aucun problème avec les jeunes. Gaëtan Jobin marque, Lucas Gaur marque, Jordan Bougro marque. Tout va bien. Les jeunes à Fribourg, c'est simple, non? Oui, c'est très simple. C'est leur premier but aux 3, en fait, dans le même match en National League. Aucun Bravo. problème. Rien. Aucun souci, rien du tout. D'accord. Voilà. Bon, on passe à autre chose. Alors, Non, il y a Genève. Il y a un petit souci là du côté de Fribourg, il me semble. Ouais, mais Tu préfères qu'on parle d'abord de la victoire ou tu préfères qu'on parle d'abord du KA Bichère? on va parler d'abord de la victoire. Je pense que vraiment une belle victoire avec 9 buteurs différents, un 9-3. C'est assez retentissant. On se souvient que Fribourg, à Rapperswil, c'était pas toujours aussi drôle que ça. Oui. Là, on avait l'impression... Bon, il y a déjà 4-0 après le premier tiers. Et à un moment, à la mi-match, il y a déjà 6-0. Premier set, Gauthieron. Après, c'est vraiment... du remplissage, ce serait, je pense, pas correct vis-à-vis des acteurs de ce match-là. Mais c'est pour dire, on sentait que Fribourg tenait son os et qu'il y a un relâchement qui est peut-être coupable, mais qui est complètement compréhensible. Au bout d'un moment, c'est pas comme si Fribourg, tout d'un coup, s'était dit on les voit bien revenir, faut qu'on se gaffe. Non, vraiment. Et l'apothéose, c'était effectivement Bougro et Gaur qui marquent. Ils étaient tous super contents à la fin. J'avais rarement vu autant de joie sur un 9e but d'une victoire 9-3 finalement. C'est assez rigolo. On a eu le cas de Mehmetto pour Lausanne à Ambry où sur son premier shift, il fait un point et en gros sur son deuxième shift, il fait un deuxième point. C'est chouette ce genre de moment-là aussi. Tu te mets à la place du jeune qui... En gros, c'est son moment, c'est son premier match en National League, en tout cas pour Lucas Gaur. Ils ont eu l'occasion de jouer en powerplay en fin de match, vu que le match était si simple que ça. Ils ont même eu du temps de jeu en powerplay. C'est des jolis moments, ils s'en souviendront pour un moment, enfin pour un long bout de temps de ces moments, les jeunes. Justement, je parle de Mehmetto, que ce soit. Bougro, c'est un peu différent parce qu'il a un peu d'expérience en Swiss League, il a 22 ans déjà. Mais Pijobin, finalement, son but, c'est son premier aussi en National League. C'est le 1-0, finalement. C'est pas l'anodin, si j'ose dire, 9-3 de la 59-57. Il est très, très important, ce premier but de Gaëtan Jobin, qui a sa chance depuis qu'il est de retour d'Ajoie. Et ça aussi, c'est par la force des choses. On se rappelle, l'année passée, Sandro Schmidt avait aussi, par la force des choses, eu gentiment sa chance dans l'alignement et il a pu lâcher sa place. Est-ce qu'un Gaëtan Jobin va vivre la même chose ces prochains temps? Ce serait bien. Maintenant, Gaëtan Jobin, il a besoin en étant ailier, il a besoin aussi de faire sa place. C'est peut-être un peu plus difficile, c'est con à dire, parce qu'une place au centre en National League, c'est clairement plus difficile qu'un ailier dans la mesure où on va te demander plus de travail défensif. Donc, il faut être plus alerte et c'est moins simple de débarquer comme ça puis de tout casser. Mais... voilà, nous, ça nous fait super plaisir. Est-ce que ça va quand même peut-être pas être une anomalie d'avoir 3 juniors qui marquent dans un match comme ça? Ah bah oui, c'est une anomalie, complètement. Et il faut pas se dire que ça va être comme ça la fête tous les soirs. C'est clairement, il y a encore eu Timothée Chalère qui joue et c'est vraiment bien d'avoir finalement ces joueurs-là qui amènent quelque chose, un peu de fraîcheur, un peu d'envie et qui ont l'occasion de jouer. Maintenant, effectivement, là, on peut en parler maintenant, parce que ce qui est assez incroyable, mais
On parlait de storytelling et d'histoire à raconter avec notamment un transfert qui se fait à 22h sur une aire d'autoroute à la deadline. Et ben là, c'est un peu la même chose. La semaine où on commence à parler du cas de David Ebichère, le jeune, mais pourquoi il n'a pas sa place et tout, eh ben on a 3 jeunes qui marquent leur premier but en National League. Enfin, on n'aurait pas pu l'écrire, ce truc-là. C'est assez incroyable. Et finalement, on sent qu'à Fribourg, il y a vraiment une importance de la part des fans, vraiment de vouloir voir des jeunes. Il y a aussi, on en avait parlé, de la communication du club. Dès le départ de la saison, il les avait mis en avant. Jobin, Ebichère, même Sandro Schmidt, qui avait qu'une année finalement de National League dans les pattes. Mais Jordan Bougron, on avait envie de les pousser et puis de peut-être se dire, tiens, est-ce que le tournant jeunesse qui avait réussi à Genève allait prendre à Fribourg? Puis Fribourg connaît une super saison en ce moment. Il n'y a pas trop de problèmes à se poser, de questions à se poser, de savoir si le club va être dans le top 6 normalement, a fortiori. Donc finalement, certains se voient aussi Marc Planalp à un certain âge et ils ne comprennent pas pourquoi. Ebichère, ils ont l'impression qu'il a fait des très très bons matchs. Il a fait 6 assists cette saison. Et il y a Camerzin qui a aussi un certain âge. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas jouer David Ebichère? Ouais, puis ce qui a été exacerbé, c'est que lundi, à Radio Fribourg et devant les confrères de la Liberté et des frères Bogan-Richten, il s'est penché en fait. Il a dit que ça n'allait pas, que c'était une situation qui était difficile pour lui, que on ne sait pas ce qui va se passer ces prochains jours. Il y a eu des rumeurs qui sont sorties comme quoi Ebichère n'avait pas le droit d'être placé en Swiss League. Le fait est que Ajoie a sa licence B, donc en fait si Christian Dubé décide de l'envoyer, visiblement il n'y a rien qui ne l'en empêche ou ne l'empêcherait. Le fait est que David Ebichère a 20 ans, joue sa première saison chez les adultes et sort de QMJHL. Il a 29 matchs sur 38, désormais c'était 37 au moment où il a fait son interview. 29 matchs sur 37. En même temps, quand je lisais ses propos, et j'ai aussi écouté la version en suisse-allemand, vu que sur Radio Freiburg, j'ai été écouter le son, tu as l'impression que ça fait quelqu'un qui est en tribune depuis 3 mois, qui te parle. Et moi, je comprends. Il est venu à Fribourg, il s'est dit, je signe pour mon club, c'était évident, il allait là-bas, il sentait que ça allait bien se passer, c'était clair. On en parlait avant la saison, Simon Lecoultre, il a le même passage chez les juniors que lui. Tu dis, peut-être si tu traduis, on va dire bêtement, ce qu'a fait Simon Lecoultre en disant Ebichère peut faire la même chose, peut-être, il y a peut-être de quoi être déçu, effectivement. Avec une défense qui n'était pas la plus jeune de National League. Donc exactement. Donc, moi, je pense que lui s'imaginait et d'avoir une bonne dose de confiance en soi. Je pense que c'est une obligation pour arriver à ce niveau-là et il pensait avoir sa place. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est le premier obstacle qui est en train de se mettre devant sa route finalement. Parce que début de saison, il a fait sa place, il a profité de la blessure, profité entre plein de guillemets évidemment, mais il a bénéficié de temps de jeu parce que Philippe Fourer était blessé, il a fait le job. Moi, je ne l'ai jamais trouvé incroyable, mais il a fait le job. Et là, forcément que le retour de Philippe Fourer prend un peu de place pour David Ebichère. Ce qui fait tâche peut-être, moi ce que je trouve, c'est quand tu as une place sur la feuille de match, 7 défenseurs et seulement 12 attaquants, et que tu laisses une case vide plutôt que de prendre David Ebichère. Et je crois que la question a été posée à Dubé à ce sujet lors d'un des matchs en question. Il a dit, mais moi on me mettait au bout du banc et je touchais pas la glace et c'était pire que de pas être au match. Mais alors à ce moment-là, qu'il aille se faire sa place en Swiss League, c'est vraiment dommage. C'est juste qu'il puisse jouer en gros, alors peu importe où. C'est exactement ça. Parce que je pense qu'en fait le problème, on en a déjà parlé la semaine passée, j'ai pas envie qu'on parle chaque semaine du cas David Ebichère, j'ai pas l'impression que ça se justifie, mais quand on voit l'ampleur que ça a pris depuis la semaine dernière, avec cette interview, avec le fait qu'ils disent que c'est une situation compliquée, qu'on ne sait pas ce que les prochains jours vont donner, en fait, on ne vont rien donner les prochains jours parce que la fenêtre est fermée. Donc, en gros, maintenant, les 2 options pour David Ebichère, c'est A, statu quo, B, Ajoie en licence B. Est-ce que c'est l'étranger? Mais j'ai pas l'impression qu'on va en arriver là. Toujours est-il que moi, je suis quand même un peu surpris quand je lis dans La Liberté, sous la plume de Pierre Chouvet, les propos d'Ebichère qui dit en plus, l'année prochaine, l'arrivée de Raphaël Diaz, il a un style de jeu similaire au mien. Ouais. Enfin, il y en a un qui a juste 35 ans et
et qui est capitaine de l'équipe nationale et qui a un palmarès long comme le bras, puis l'autre qui a 29 matchs de National League. Donc je pense que comparer, c'est difficile de le faire. Je comprends par contre le problème de place sur la glace, on est bien d'accord. Hein. Mais Gunderson n'a plus qu'une année de contrat, et Bicher en a encore une aussi, mais il est censé être le futur de ce club, donc pourquoi ne pas se dire j'ai encore une année pour progresser. Et la chance d'avoir un gars comme Rafael Diaz, qui est un leader, qui est quelqu'un qui pourrait être son mentor dans cette équipe-là, pourquoi ne pas se dire c'est une chance incroyable d'avoir Rafael Diaz qui débarque et de dire oh mon Dieu, en plus de l'année prochaine, il y a lui qui débarque. Enfin, moi, je comprends pas cette situation. Je trouve un peu surprenant les demandes presque, tu as l'impression, le droit au temps de jeu qu'a un David Ebicher, juste parce qu'il est jeune, au détriment d'un Jérémy Camerzin. Et Fribourgeois. Au détriment d'un Jérémy Camerzin qui, du coup, est moins jeune, donc devrait lui céder sa place en disant mais oui, monsieur, allez jouer volontiers. Non, moi je pense que c'est pas normal, il doit la gagner sa place. Et et on n'est pas présent aux entraînements, on n'est pas présent dans le vestiaire et on ne sait pas ce que pensent ses coéquipiers, mais si tu commences à aller devant les médias, te plaindre, moi je pense que dans le vestiaire, ça peut pas bien se passer. Je n'arrive pas à imaginer un monde où ses coéquipiers lui tapent dans le dos et puis ils font oh t'as bien fait d'aller dire ça. Ça c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Moi je vois pas ça. Je n'arrive pas à l'imaginer. Et à mon avis tôt ou tard il va y avoir une discussion assez serrée entre tout ce petit monde, que ce soit Dubé, que ce soit Ebicher, que ce soit l'agent, que ce soit les parents, que ce soit les grands-oncles, les tantes et j'en sais rien qui. Mais au bout d'un moment, tu peux pas laisser la situation se dégrader comme ça parce que maintenant il est allé public, c'est sur la place publique cette histoire et il a fait part de son malaise que, encore une fois, c'est un jeune de 20 ans qui parle aux médias, qui n'a pas l'expérience des médias, qui a juste dit ce qu'il pensait finalement à ce moment-là. Complètement. Et il faut pas non plus le jeter sous le bus, je trouve, et c'est vraiment pas l'idée. Par contre, au niveau de l'état d'esprit, moi j'arrive pas à comprendre qu'après avoir joué 29 des 37 matchs, et on rappelle qu'un match selon ses propos, 3 selon ceux de Christian Dubé, étaient absents à cause d'examen. Lui dit qu'il a manqué qu'un match. Mais en tout cas, toujours est-il que sur les 8 matchs qui étaient manqués à ce moment-là, il y en a en tout cas un qui était clairement où il ne pouvait pas participer. Donc, moi, je trouve qu'il a aussi le droit d'être un tout petit peu patient à ce moment-là. Moi, j'ai un truc, en lisant l'article de Pierre Chouvet et en reprenant les propos, ou en tout cas en lisant les propos de Sven Henfenstein, l'agent de David Ebicher, je crois visiblement qu'avant il était avec Nat Dominichelli, peut-être que tu pourras me confirmer. Je n'ai pas la réponse. Et il dit, oui, mais il a 20 ans, regardez Tim Berni, Michael Auer, Yanis Moser. Il les compare parce qu'effectivement, on est sur 4 joueurs de l'année 2000. Tu l'as dit au tout début, il rentre du Canada, il a passé 2 saisons à Gatineau. Oui. Très bien. Mais après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais ok, on aime bien mettre en avant les ligues canadiennes, qui sont très intéressantes pour le développement des jeunes joueurs. On a en ce moment Attilio Biasca, on a aussi Lorenzo Canonica, qui finalement ont pu aller, après avoir été draftés. On se souvient de Nico Hischier. Mais si on prend Tim Berni, par exemple, lui, en 2017-2018, il fait 8 matchs quand même avec les CDC Lions, ok, mais il fait 36 matchs avec les Getseka. 36 matchs de Swiss League, 15 points. 2018-2019, 3 matchs de Swiss League, 41 matchs de National League. 2019-2020, 45 matchs de National League. Là, il est clairement là. Désolé pour David Ebicher, mais Tim Berni a un meilleur background de jeu contre des adultes. On a Michael Auer. Michael Auer, on le voit maintenant, il est vraiment très très bon. Michael Auer, c'est 2018-2019, c'est 26 matchs avec Langenthal, 6 points. C'est après 14 matchs l'année passée avec Berne, 14 et 17 matchs avec Langenthal. Donc de nouveau, un peu de National League, un peu de Swiss League. Il a plus d'expérience que David Ebicher. Et puis alors, Yanis Moser, effectivement, qui est sorti très très vite. Après ces 2 matchs en 2017-2018, qui sont pas très intéressants avec Bienne, il s'est imposé en 2018-2019, il a surpris tout le monde. Et puis maintenant, ça fait sa 3e saison dans l'élite. Mais tout ça pour dire que finalement, est-ce que il n'y a pas, mais ça je te pose la question aussi, est-ce que les ligues canadiennes, on les a un peu, je ne sais pas si c'est surfait, mais on s'est dit, ouais, voilà, c'est un peu le pinacle, on a Simon Knack qui est aussi allé jouer là-bas, et finalement, surtout parce qu'ils avaient du temps de jeu, mais que finalement, du temps de jeu en Swiss League, c'est pas si ridicule que ça, parce que tu as des très bons formateurs, tu peux tomber effectivement avec un Gary Sheehan, qui a aussi travaillé avec des jeunes à l'époque où il était au Star Lausanne, donc il sait un peu cadrer des jeunes, tu as des Hazen et des DeVos, tu as des gens qui ont de l'expérience qui peuvent cadrer des jeunes. Et finalement, est-ce que ce serait pas mieux des fois pour les jeunes de se dire
je fais un peu de la Swiss League. Il y a un autre exemple qui n'est pas donné par l'agent de David Ebicher, c'est Nico Gross, qui est aussi un 2000, qui a été drafté au 4e tour par les Rangers de New York en 2018, qui revient lui aussi d'Amérique du Nord, mais de OHL. Et là, cette saison, il a 27 matchs avec Zug, il en a 9 avec l'académie de Zug. Et on parle d'un joueur qui est drafté NHL déjà, qui a le même âge. Et bah oui, mais forcément, donner l'exemple de Tim Bernie, qui est actuellement un joueur établi, de Moser, qui est un peu l'ovni, en fait, là au milieu, qui est arrivé en un claquement de doigts dans la première équipe. Bien sûr, ça aide. Mais ça me fait penser, pendant 40 ans, on entendra encore parler de « Oui, mais la Grèce est devenue championne d'Europe de foot. » Ouais, très bien, mais c'est pas parce qu'il y a eu une fois une anomalie que ça justifie tout le futur, disons. Et là, Nico Gross, est-ce qu'on entend des histoires de Nico Gross qui va dans les médias, qui dit « Ouh là là, on m'a envoyé à la Zug Academy. » Non, il joue à Zug. Il joue derrière qui ? Ah bah tiens, Raphaël Diaz au passage. À la Talo. Voilà, exactement. Et Nico Gross, il a 3 ans d'OHL. Il était coéquipier de David Ebicher au Mondial M20 l'année passée. Enfin, c'est exactement le même genre de profil, je dis, de carrière. Ou de trajectoire, ouais. De trajectoire, c'est pas le même joueur. Mais est-ce qu'il y a un drame autour de Nico Gross actuellement à Zug alors qu'il est envoyé en Swiss League ? C'est frustrant pour un jeune. On aime bien quand même de voir ces jeunes se développer. La plupart du temps, ça se fait pas trop mal. Ceux qui ont vraiment du talent, ceux qui étaient en équipe de Suisse en général, comme par hasard, 2-3 ans après, on les retrouve parmi les très bons joueurs de cette ligue. Là, il a plus de matchs que Nico Gross en National League cette saison, David Ebicher. Après, il a plus de matchs ou plus de... Il était sur la feuille, puis finalement, après, il était en 7, il n'a pas joué. Ça, je sais pas. David Ebicher a eu quand même pas mal de matchs avec plus de 10 minutes de temps de glace, on rappelle. Moi, je le trouvais pas mal à part ça, mais de nouveau, je ne suis pas un technicien. Il a même eu du power play. Ouais, justement. Vraiment, moi, je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Honnêtement, je n'arrive pas à la comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi entre les agents, entre Christian Dubé, un souci de communication là autour? Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est possible, sinon... Je me dis, la Swiss League, ça paraît tellement simple. Finalement, si comme tu le dis, on peut te faire confiance. La licence B est à Ajoie. Ça a été écrit d'ailleurs dans La Liberté aussi. Ils ont eu la même info que moi. Il n'y a rien à dire. Donc, moi, on en parle depuis trop longtemps, peut-être déjà de ce cas David Ebicher. Mais il faudra qu'il se règle parce que c'est juste absurde. Parce que là, au milieu, il y a quand même aussi un junior, un ancien junior, un joueur de 20 ans qui est en train de se développer et qui est freiné, comme tu disais très justement avant. Et c'est juste dommage. Donc, espérons que la résolution du problème se fasse assez rapidement. Et si on arrête de parler des jeunes, on parle des vieux. On parle de Kylian Motet. Je voulais juste revenir là-dessus. Vieux. Ouais. Oh, c'est un vieux clou. Mais parce qu'il est... c'est toi qui me le faisais remarquer d'ailleurs. J'ai rien... aucun mérite pour le coup. Meilleur compteur de National League. Tout simplement. Ça marche. Alors, le Fribourg a beaucoup de matchs, c'est clair, oui, mais ça point par match, il n'est pas le meilleur, c'est vrai. Mais ça n'enlève rien. Il a 39 matchs. Non, il 38. a 39 points. 38 matchs, 39 points. 19 buts, donc c'est ce qui fait qu'il est meilleur compteur, c'est qu'il a un but de plus qu'Andrigetto, qui est juste derrière lui avec 18 buts et 21 assists. Même nombre de points que Tchervenka. Au-delà de ça, moi, il y a une statistique qui me plaît bien le concernant, c'est que si tu regardes depuis le début de la saison 2018-2019, les 3 meilleurs compteurs suisses du championnat, c'est 1. Gregory Hoffmann, 133 matchs, 136 points. 2. Dennis Hollenstein, 131 matchs, 104 points. Et 3. Kylian Motet, 128 matchs, 100 points. Et en termes de points par match, il est à 0,78 points par match depuis cette période. Il y a juste Hoffmann qui a 1,02 points par match. Et il est devant Lino Marchini, avec moins de matchs que Marchini, mais plus de points. Il est devant Christophe Berchi, qui a 129 matchs, 87 points. Devant Simon Moser, 129 matchs, 84 points. Vermin, 127, 83. Il a 20 points de plus que Sprunger sur les dernières saisons. Et je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte que Kylian Motet est à ce point constant à haut niveau. Est-ce que c'est parce qu'il paye finalement un peu son manque de mise en lumière avec l'équipe de Suisse, par exemple, puisqu'il est quasiment jamais sélectionné, mais est-ce que c'est une anomalie? C'est difficile à dire, parce que si tu as le même profil que Gregory Hoffmann, avec les gars qui reviennent d'Amérique et tout, Gregory Hoffmann... passera avant. Ouais, tout dépend de la forme du moment aussi. Peut-être que cette année, Patrick Fischer se posera plus la question. À la place, il avait pris un Bertaggia. Est-ce que là, tout d'un coup, il se dit, je prends un Motet? Ouais,
Ouais, ça pourrait clairement être possible. Moi, je pense qu'il paye aussi le fait qu'il ait de tous les mauvais coups, j'ai l'impression, et je dis pas mauvais coups au sens charge incorrect, hein, mais dès qu'il faut mettre le patin pour mettre un but en espérant que personne voit, tu sais que ça va être Kylian Mbappé qui va le faire. Et tu sais que quand ça va brasser devant la cage et que quelqu'un va aller un peu agiter tout ça, tu sais qu'il va pas être bien loin. Et il y a ce côté un petit peu peste entre plein de guillemets qui fait qu'on oublie peut-être aussi le hockeyeur capable, et c'est peut-être qui fait sa force hein, finalement. Parce que est-ce que le grand public a tendance un petit peu à le prendre à la légère, si j'ose dire, parce que quand il a plus d'un point par match, il faut gentiment arrêter de le faire, je pense, et surtout vu la constance dont j'ai parlé juste avant. Mais est-ce qu'il y a tellement la focale qui est mise sur un Stolberg, sur un Sprunger, sur ces gars-là, puis il fait son petit bonhomme de chemin, personne le voit trop, puis il est ultra efficace. Si tu regardes son one-timer en powerplay sur la droite de Gunderson, là, ça vient terriblement fort. Et j'ai l'impression qu'on ne s'est pas rendu compte du développement de Kylian Mbappé. À part ça, pour Fribourg, alors on est presque dithyrambique, hein, parce qu'on reste peut-être sur le 9-3 contre Rapperswil. Faut quand même pas oublier qu'avant ça, il y a 2 défaites. On a parlé de la défaite contre Bienne, hein, où tu disais que c'était pas un très bon match de la part de Fribourg. Et puis, il y avait cette défaite contre Lugano. Alors, au moins, ils ont pris un point. Mais quand tu te ramasses un but à 64-59... ça fait chenille. Hein. C'est comme ça. Mais pour dire que tout n'est pas rose non plus Absolument pas, du côté de Fribourg en ce moment, dans si c'est peut-être un peu exagéré, mais... Voilà, là, ils ont gagné un match avec un festival offensif. Du coup, est-ce que ça masque peut-être un peu le coup de moins bien? Mais oui et non, je dirais. Parce qu'en fait, avant cette défaite à Lugano, 3-2, après prolongation, donc il ramène un point, tu as une victoire 4-1 contre Berne et une victoire 4-2 contre Zurich, juste avant. Donc, tu parles de coup de moins bien. Moi, ce qui m'inquiète pour Fribourg, c'est la profondeur. On parlait de profondeur pour Lausanne qui a été un peu amputé avec les dernières transactions. Là, tu regardes, justement, on parlait avant des Timothée Chalère, Lucas Gaur, Gaëtan Jobin qui garnissaient la troisième ligne avec la quatrième ligne avec Jordan Bougro. Disons qu'à un moment ou un autre, il va falloir que Stolberg revienne au jeu, que Mathias Rossi revienne au jeu, parce que offensivement, tu as les mêmes joueurs qui vont être usés. Ils le disaient très clairement après le match de dimanche contre Bienne. Les mêmes sont très souvent mis à contribution. Après, si tu regardes, le match de Rapperswil fait énormément de bien parce que justement le temps de jeu a pu être vraiment monitoré et les jeux n'ont pu jouer suffisamment pour faire souffler les autres. Bougro, il a plus de 8 minutes de temps de glace contre Berne. La quatrième ligne n'a quasi pas mis le pied sur la glace. Jobin, il a près de 7 minutes. Bref, tu as eu du temps de jeu pour tout, et il a pu équilibrer tout ça. Et ça fait souffler les leaders. Des soirs comme ça, honnêtement, je pense que c'est du pain béni pour un coach comme Dubé, quoi. On a une question encore, on va finir là-dessus, un peu amusante, de Marcus Marquis, qui dit « Est-ce que, nous qui avons vu de temps en temps Samuel Walser à l'interview, est-ce qu'il a plus d'une expression faciale ?» Non, c'est une blague. Moi, je me marre à chaque fois parce que je détesterais jouer au poker contre Samuel Walser. Le poker face, c'est terrible. Et oui, moi, je trouve que c'est marrant parce qu'il est très sympa. Il est rien à dire dans le sens sur son attitude où c'est pas quelqu'un qui est bougon ou rien du tout. Mais effectivement, il n'est pas expressif du tout. C'est terrible de le voir. Et c'est marrant parce que je me suis fait exactement la même réflexion plusieurs fois en me disant, mais en fait, Walser, il y a une expression faciale, quoi. Il dit fait rien, il bouge pas. Il a l'air de pas. Il a l'air de pas y toucher, quoi. Il est là, il fait son truc et puis il a qu'à voir sa photo sur Elite Prospect. Expression complètement neutre. Et ouais, c'est Samuel Walser, quoi. Fin du tour d'horizon roman avec Genève. Et là aussi, s'il y a Lausanne, s'il y a Fribourg, il y a eu des trucs à dire. Genève, l'extra sportif ou les coulisses, il y a aussi à dire. Sportivement, ça va bien avec 2 victoires. Mais il y a quand même eu, on va partir quand même là-dessus, la démission de 3 membres du conseil d'administration, dont Laurent Strawson, le président. Oui. Quelque chose de tout à fait normal, comme ils nous l'ont dit. Hein. Oui, voilà. Ah oui, mais c'était 3 ans. Ils arrivaient au terme du mandat. Exactement. Et par contre, ce qu'on ne comprend pas dans cette histoire, ou plutôt ce qu'on trouve,
on va dire, extrêmement surprenant, c'est le timing. Toi qui aimes bien dire timing is everything. Là, on est au moment où il y a le tribunal des prud'hommes, peut-être, avec Chris McSorley pour des millions à récupérer en litige. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Un procès qui s'annonce difficile, voire très long. difficile à gagner pour le club. De tout ce que je crois comprendre, des rouages de ce qui est en train de se faire. Dans ce moment-là, l'information qu'il y a une séance de conciliation qui n'a pas du tout ressemblé à une séance de conciliation, mais une séance de conciliation était trop, fait que ça sort, ça donne une mauvaise image. On sait que la fondation 1890 qui est derrière le Genève Servette est assez attaché à l'image qui est renvoyée de ces entités. Et là, c'est vraiment pas bon. Première page de la Tribune de Genève, le litige entre McSorley et le club, un procès qui s'annonce, un club et un ancien homme fort qui refuse de toute conciliation, un dialogue qui n'existe pas. Il faut être naïf à part ça, excuse-moi. Alors d'être surpris par ça. D'être surpris Ouais, alors, tu dis, ils aiment bien oui. que ce soit lycée, communication. Tu savais déjà que ce qui allait se passer au bout d'un moment avec McSorley, ça allait ressortir. Puis vu l'aura qu'il avait eu, tu le rappelais très justement, c'était le meilleur truc que tu peux dire. Le mec a eu le nom du restaurant à côté de la patinoire, portait son nom. Pour dire à quel point ce qu'il a amené sur ses, on va dire, 20 années à Genève, a pesé dans la vie du club. Donc forcément, s'il y a litige entre les deux, ça va pas passer comme une lettre à la poste. Non, par contre, justement, en sachant ça, quand tu vas à la séance de conciliation, tu essaies de concilier, en fait. Et je pense que ça n'a pas aidé. Et voilà, on connaît pas tout. Un jour, on connaîtra sûrement un peu plus de détails de cette histoire et de pourquoi. Mais le fait est que lundi, avant le départ à Zurich, la démission a été posée. Séance immédiate dans le vestiaire avec l'équipe qui allait partir à Zurich. Impossible de nous faire croire que c'est quelque chose de totalement concerté et de planifié. Ou alors c'est les plus mauvais planificateurs du monde. De dire « Ah, on a oublié. Ah, mais zut !» Non, enfin vraiment, désolé. On ne peut pas y croire. Par ça, pour les joueurs, de savoir que le conseil d'administration, c'est X ou Y... Honnêtement, alors ils n'avaient pas l'air perturbés le soir même à Zurich. Mais ça va pas du tout. Si vraiment c'est quelque chose d'aussi anodin qu'on veut bien essayer de nous le faire croire, ça se passe pas comme ça le timing. C'est sûr que non. Le but c'était de limiter les fuites, c'est une évidence. Mais on n'a encore pas tout qui a fuité ou pas assez pas de choses assez solides pour pouvoir. Mais de ce que je sais, les relations entre Laurent Strosson et la fondation ont été un petit peu ternis par certaines demandes quant à l'avenir du club par une des parties et ça a bloqué et du coup en réaction il y a eu cette démission. C'est un peu ce que j'ai cru comprendre et que voilà, est-ce que le truc avec McSorley a à voir? Très probablement. Est-ce que c'est la seule raison? Je pense pas. Mais tu vois, ce qui est terrible dans ce timing-là, c'est quand tu lis comme ça et s'il n'y a pas de communication qui est faite, on a l'impression que s'il fallait donner une victoire au point à quelqu'un, on la donnerait à McSorley en disant « Ah, ils ont quelque chose à se reprocher, puis ils se taillent. » Alors que, comme tu disais, c'est sans doute clairement pas ça, mais j'imagine les gens qui apprennent les news, voient le truc, puis tu essayes de tisser, tu relis les points, t'as plutôt tendance à te mettre du côté de McSorley. C'est assez fou. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et dans l'opinion publique, je pense qu'on est complètement là. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour le club, justement, que l'ancienne direction ne soit plus là pour aller de l'avant dans le dossier avec Chris McSorley? C'est pas complètement impossible parce que les relations avec Laurent Strosson n'étaient vraiment pas bonnes. C'est quand même lui qui était président du conseil d'administration sur la fin de l'ère McSorley. C'est lui qui a décidé de s'en séparer et la séparation s'est très mal passée. Je veux dire, c'est pas un secret. Il l'a lui-même dit, Chris McSorley, dans une interview à la Tribune de Genève, que les derniers mois, après, au moment où il a été mis de côté, il venait faire du présentéisme au bureau jusqu'à ce que son bureau lui soit enlevé. Enfin, je peux imaginer que ça ne pourra de toute façon pas être pire sans Laurent Strosson dans le board de Genève Servette. On a plusieurs questions à propos de McSorley. Fred Maranda, que pensez-vous de la démission du conseil d'administration du GSHC? Un lien avec l'affaire McSorley. Donc quand on dit qu'effectivement l'opinion publique, elle se pose
ce genre de questions, c'est pas anodin pour le coup. Je regarde encore une autre question. Faut que je les retrouve parce qu'effectivement, il y en avait énormément. Max Orley, le projet Sierrois, est-ce vraiment du sérieux? Le changement de conseil d'administration à Genève. Max Orley et Sierre ont-ils un lien? C'est Brian Rouillot et Yvan Déné. Parce que oui, en plus, il se trouve qu'en ce moment, au-delà de l'actualité genevoise, Chris Max Orley est sur le devant de la scène. Alors on a eu... si on prendrait une série Netflix, on aurait la première saison de Chris Max Orley, c'est Chris Max Orley à Berne, pour l'interrogation. Moi, je pensais au BD de Martine. Ah ouais. Chris à Berne, Chris à Lugano, Chris à Sierre. Mais ouais, c'est ça. Comme tu dis, saison 2, Lugano, saison 3, Sierre. Qu'est-ce qu'il en est à peu près de tout ça? On a l'impression qu'il est de nouveau de retour. Et, et pour moi, c'est Chris Max Orley. Enfin, Chris Max Orley. Il a tellement ce côté-là qu'on va l'écouter, quoi. Ouais, je pense que de ce que j'en sais de ce projet, il est suffisamment abouti, ou pas abouti, il est suffisamment loin en avant pour que des plans d'aménagement existent déjà, pour que le projet est déjà à ce point ficelé. Donc c'est pas mercredi matin, la semaine passée, Max Orley s'est pas réveillé en se disant je sais pas quoi faire aujourd'hui, tiens, je vais faire une patinoire à Sierre. Non, ça fait vraiment un bon moment que c'est enclenché, ce processus-là. Maintenant, il y a eu le Nouvelliste qui a réagi ou qui a agi, ou peu importe, j'ai lu l'article, qui a écrit un article à la suite du matin dimanche avec la ville de Sierre, qui a l'air visiblement très enthousiaste. Exactement, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un projet sierrois qui avait été lancé, le Nouvelliste en avait parlé il y a peut-être 1 mois et demi ou 2 mois, d'une patinoire à 4000. Et là, c'est une patinoire à 7000. Et le truc, c'est que là, c'est un projet National League. Si Sierre construit une patinoire à 4000, en gros, ils sont dans le purgatoire pour les 30 prochaines années. Tu sais que tu n'auras aucun projet viable d'expansion, on va dire. Voilà, pour pouvoir entrer en National League. Maintenant, si c'est ce projet-là qui va de l'avant, là, c'est clairement l'ambition. C'est de dire, le Valais est un canton de hockey. Il y a suffisamment de clubs dans les 4 coins du canton. La ville de Sierre a une tradition de hockey de très haut niveau. D'ailleurs, je pense qu'en Valais... Il se trouve que géographiquement, c'est un peu au milieu, en plus. Et moi, j'aurais tendance à dire, oui, s'il y a du hockey, c'est Sierre, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et... Non déplaise à Viège, qui a une très jolie patinoire, mais voilà. Exactement. Mais moi, ce projet-là, j'y crois assez, honnêtement. Et visiblement, les autorités politiques du côté de Sierre, de ce que j'ai lu dans le Nouvelliste, sont ouvertes à cette collaboration. Faut pas oublier que lorsque Genève a commencé à travailler avec Sierre et à monter Sierre de 2 ligues en 2 ans, c'est quand même avec Max Orley à la bande du côté de Genève. Donc, est-ce que Max Orley a un lien avec Sierre? Oui, il est clair. Et c'est pas lui personnellement forcément, mais quand même, vu qu'il était à la barre de Genève Servette à ce moment-là, il a forcément des attaches là-bas et des liens. Donc, si lui... En fait, là, actuellement, la rumeur à Lugano, ça m'étonne pas, honnêtement. Je crois assez. Et même Dominique Elie nous avait expliqué à un confrère et moi à la fin du match que oui, il avait eu des contacts avec lui parce qu'il a un coach en fin de contrat et que lui est un coach libre. Mais il a dit, mais si on commence à écrire tous les noms de personnes avec qui je parle, on en a pour un petit moment. Oui, mais il se trouve que ce nom-là, c'est Chris Max Orley. Évidemment, mais il a donc admis que ça existe. Ouais. Voilà. Maintenant, la question que doit sûrement se poser un Chris Max Orley actuellement, c'est est-ce que je tente de me refoutre à la bande pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, on ne sait pas. Oui, parce qu'à Sierre, en plus, c'est pas ça, c'est pas du sportif. Non, plus, à Sierre, il sera plutôt la personne derrière le projet qui va incarner le projet. Et donc, les entraîneurs vont passer, les joueurs vont passer, mais Max Orley va rester pour les 20 prochaines années derrière le projet. J'imagine, c'est comme ça que moi je l'entends, le truc. Donc, à mon avis, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'envie de faire des trucs. Est-ce qu'il a envie de faire de participer au projet Luganais, de reconstruire Lugano, de participer à la reconstruction de Lugano avec un GM en place et lui d'être seulement le coach, parce que ce serait quand même ça le deal, ou est-ce qu'il prend le projet long terme, on va dire, est-ce que tu lances le mode saison ou le mode carrière à NHL, quoi. Et je pense qu'il va prendre je pourrais l'imaginer prendre le mode carrière. On va revenir aux sportifs avec une question de Loïc Estopet. Le retour en grâce de Winnie Keffer coïncide avec la bonne série du GSHC. Et si les véritables locomotives étaient ceux-là, justement, et non Omark? Je trouve la question intéressante. C'est un peu... Est-ce qu'Omark était l'écran de fumée? Est-ce que... parce qu'il est shiny, en fait. Parce qu'il il a ce côté... c'est le petit bijou que tu as envie de regarder, Omark, mais que finalement, après...
quand tout d'un coup, il faut mettre les mains, on va reprendre des grandes expressions, hein, mais les mains dans le cambouis, finalement, les travailleurs que sont, je mettrais effectivement faire ces derniers temps, mais Winnick, ça fait déjà un petit bout, qu'il tient cette équipe, et j'ai l'impression que ça fait même plusieurs années que Winnick, on l'a déjà remarqué, on disait qu'il était capable de tout faire, qu'il est capable de jouer en powerplay, en boxplay, à 5 contre 5, qu'il est bon défensivement et offensivement. On peut vraiment compter sur lui dans toutes les situations. Monstre d'expérience, hyper utile pour encadrer les jeunes. Donc, mais est-ce que justement, c'est ces deux-là qui se ressortent un petit peu, parce que 2 victoires, tu l'as dit, et je crois que tu as assisté au match. Hein, J'étais aux deux, ouais, et à Davos et à Zurich, hein, 4-3 contre Zurich après prolongation, et puis 4-1 à Davos. C'est des jolis statements là, pour Genève. Ouais, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est Winnick, si tu regardes sa feuille de statistiques. Donc, mine de rien, et j'ai l'impression qu'on l'oublie gentiment, mais il a 31 matchs, 33 points. Parce qu'il tourne tout simplement à 2 points par match depuis le début de l'année. En fait. Ouais. C'est hallucinant. Depuis et qu'ils je ont sais changé pas, de ligne. exactement. Et je sais pas ce qui s'est passé avant, mais là, c'est 3 points contre Zurich. 1, 1, 1, 4 points. Après, il a 2 matchs où il a pris congé. 2, 2, rien. 2, 4, 3. Enfin, il fait vraiment, vraiment la différence tous les soirs actuellement, ou presque. Et oui, je pense que dans son association avec Linus Omark, elle est juste parfaite. Dans le sens où Omark a besoin de ce profil-là à côté de lui, peut-être pour lui faire un petit peu plus de place. Et Tyler Moy avec lui, j'ai parlé assez longuement avec lui. Longuement, on était à la fin d'un match à Zurich et il devait prendre le bus et moi la voiture. Aussi longtemps qu'on peut parler après un match avec un joueur avant de se faire taper sur l'épaule par le chef de presse sur son association avec les deux et cette façon de jouer. Et puis il a dit, c'est vrai que quand tu as la chance de pouvoir jouer, j'ai bien aimé qu'ils me disent la chance de jouer avec de tels joueurs, tu es obligé de te mettre à niveau. Et là, même à Tyler Moy, finalement, il fait presque son point par match depuis un petit moment. Alors que lui, on sait qu'il est sujet aux périodes un peu blanches ou aux trous. Oui, le retour au premier plan de Winnick, c'est clair que ça a donné un deuxième souffle à Genève Servette qui, au début de saison, comptait énormément sur l'association Vermine-Omark. Et là, Fer aussi, il a ses 14 buts. Ils ont les 2 14 buts, Winnick et Fer. Fer, il y avait ce quadruplé aussi, oui. il faut toujours avoir. Tout à fait. Puis après, tu as un Tom Ernest qui est de nouveau extraordinaire. Donc c'est vrai que là, actuellement, le Genève qu'on voit actuellement, il est chouette à voir jouer parce que ça va dans tous les sens. Et défensivement, c'est solide. Gauthier Desclous tient la route. Il y a vraiment plein de faits qui font en sorte que Genève a du succès. Mais Winnick en a une grande partie, oui. D'ailleurs, si on reprend, je pense à ça, je me dis, les 4 gardiens des 4 clubs romans, si on prend Desclous, ou que ce soit Bolzhauser Stéphane, Reto Berra, Von Pottelberger, on a 4 équipes qui ont des très bons gardiens. Est-ce que c'est une des clés qui explique la réussite en ce moment? C'est pas impossible. On sait l'importance de ce poste-là. Et que finalement, alors que des fois, Zurich, on a un peu ce côté. Est-ce qu'on peut gentiment dire que Desclous, c'est actuellement le meilleur gardien de la Ligue? En tout cas, de rien que déjà de pouvoir entrer dans la discussion. Pour moi, il y entre très clairement actuellement. Et ce qu'il fait régulièrement et depuis le début de saison, il est vraiment excellent à très haut niveau, je trouve. Et de nouveau, à Zurich, il fait vraiment la différence. À Davos, le but, il est à lui, mais à ce moment, il y a 3-0. Il est un peu abandonné, mais il part un petit peu aux fraises. Mais à part ça, en ce moment, Gauthier Desclous, c'est impressionnant aussi son développement, je trouve, cette saison. D'ailleurs, en parlant de Gauthier Desclous, c'est quelqu'un que j'aimerais bien une fois qu'on ait à notre micro. Ouais. J'aimerais bien lui parler une fois un peu plus longuement. C'est quelqu'un qui est assez avenant. Il y a un épisode, il y a quelques temps, j'avais dit que je trouvais que les gardiens étaient globalement dans un monde à part, on va dire. Et je trouve que lui, justement, il détonne un petit peu dans ce milieu des gardiens. Et je me réjouirais une fois de l'accueillir à notre micro. Mais d'ailleurs, ça fait penser que vous avez remarqué que cette saison, on a moins d'interviews. On avait pu faire Bikoff, on a pu faire Genadzi et Chervet. Voilà, et ça nous manque forcément. Mais que Covid oblige, on va attendre et j'espère qu'on pourra reprendre ça vraiment la saison prochaine parce que
C'est quelque chose qu'on adore faire en plus. Exactement, donc c'est pour ça que je parle de... J'aimerais beaucoup l'avoir à notre micro une fois. Mais revenons à notre épisode, fin du 21 déjà, même s'il n'a pas fait 2 fois 60 minutes comme conseillé par certains de nos auditeurs. Je crois qu'on a quand même fait le tour de tous les sujets assez brûlants qui fleurissent ces derniers jours. Match quasi tous les jours. Pour ceux qui écoutent rapidement l'épisode, dans la foulée, il y aura le Lausanne-Lugano notamment. Et d'ici la semaine prochaine, on est toujours présent sur les réseaux sociaux pour répondre, en tout cas pour collecter vos questions et pour échanger sur les différents sujets. C'est toujours avec un grand plaisir. N'oubliez pas vos équipes Hockey Manager parce que tous les soirs, il faut faire son line-up, c'est pas évident. J'ai oublié Jobin dans une de mes équipes mardi soir d'ailleurs, mais à culpa. Et sinon, Facebook, Spotify, Instagram pour soit nous écouter, soit parler avec nous, Twitter évidemment. Et sinon, prenez soin de vous. À bientôt.